N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce mardi, c'est avec l'équipe de mardi, bien sûr. Fioklou Adanglenou, le patron du journal L'Enquêteur, Acha Ibrahim Temps Nouveau, Joël Lega, Fraternité, et Ambroise Pondio, le patron du journal des Guardians. Ensemble, nous reviendrons sur la politique togolaise avec la campagne électorale qui démarre ce mardi sur l'ensemble du territoire. Les Togolais qui se préparent donc pour les législatives du 20 décembre prochain. Les manifestations de rue, la coalition en a organisé jeudi et samedi dernier. Eh bien, ça n'a pas empêché que le processus suit son cours normal. Que dire aujourd'hui de la sortie de Aminata Toungara? J'interrogerai donc les confrères sur le sujet. Nous reviendrons sur le débat qu'on faisait un petit peu hier sur l'enseignement supérieur avec la décision des autorités françaises d'augmenter le frais de scolarité pour les étudiants extra-européens en France bien sûr. Et ça provoque la colère des étudiants africains en France. On reviendra sur le sujet. Pourquoi nos universités publiques peinent-elles à être compétitives? Je poserai clairement la question à mes confrères en studio. Bienvenue. Retour en studio avec mes confrères. Bonjour Fioklou Adanglenou. Bonjour Eric, bonjour Acha, bonjour Ambroise, bonjour Joël, bonjour aux auditrices et auditeurs de Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Acha Ibrahim. Bonjour Merci d'être là. Bonjour Eric et bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour nous lorsque vous nous appelez, vous nous demandez de venir débattre. Et nous n'hésiterons pas parce que nous pensons que c'est notre contribution aussi pour l'éducation d'un Togo prospère, un Togo uni, un Togo où il fait bon vivre. Merci d'être là. Bonjour Ambroise Bonjour. Oui Eric, bonjour Eric, Acha et Fioklou et Joël, bonjour. Bonjour les chers auditeurs et auditrices de Radio Taxi FM. Aujourd'hui c'est le 4 décembre, c'est la date annoncée depuis un bout de temps pour le début de la campagne électorale chez nous et ça a démarré. Et on le voit déjà beaucoup plus à l'intérieur du pays depuis ce matin où on a les premières images de la campagne électorale. On reviendra notamment sur le sujet tout à l'heure, mais nous allons parler d'abord de l'enseignement, un petit peu comme hier où nous avons évoqué le sujet avec les confrères. Bonjour Joël les gars. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Pas mal. Très bien, merci d'être là. Alors l'enseignement supérieur, la question revient sur le tapis depuis la décision du gouvernement français d'augmenter les frais d'études pour les étudiants extra-européens en France. On voit clairement que les pays africains sont visés. Alors, la question qu'on posait hier à nos confrères ici, et c'est généralement la question là qui revient quand on aborde ce sujet, et face à cette fronde ou à cette grogne qu'on ressent au niveau ou au sein de la diaspora africaine, des étudiants bien sûr en France, on se demande à qui est-ce qu'il faudra s'en prendre aujourd'hui? Est-ce qu'il faudra s'en prendre à la France ou à nos pays, à nos dirigeants qui n'ont pas mis en place de vraies universités? Oui, Je vais commencer par vous, Joël. Oui, mon frère, il faut s'en prendre. Il faut s'en prendre à nos dirigeants, ça c'est plus qu'évident. Et si on avait les écoles qualifiées, comme eux-mêmes disent, formation diplômante qualifiée, qualifiante, si on avait ces écoles en place, est-ce qu'on irait encore? Est-ce que vous voyez les Marocains aller courir pour les diplômes français? Est-ce que vous voyez, quand tu vois sur le reportage sur RFI, c'est plus les étudiants maliens ou autres là. Oui, les Sénégalais. Oui, les Sénégalais même dans une certaine mesure. Parce que ça dépend il y a des filières pour lesquelles quand tu as un diplôme de Tchekanta Job, tu es encore plus valorisé. Ça pèse mieux que quand tu le prends dans une université française.
Et donc tout ça là, ça ramène la question de vision et de la gouvernance que nous avons fait de nos États durant 60 ans. Et Kagame a compris cela. Kagame a mis aujourd'hui l'accent sur la formation après l'informatisation, après le basculement du francophone à l'anglophone, après avoir développé sa base, le programme de développement à la base qu'on a copié de lui. Aujourd'hui, il met l'accent sur la formation et la santé. Et il a dit que dans 10 ans, les Singapouriens viendront se faire former au Rwanda, et comme les Blancs viendront se faire traiter dans les hôpitaux rwandais. Et donc voilà que c'est une question de vision. Pendant que nous on patine, même notre université, la seule université, enfin, on dit que nous avons deux universités publiques, on patine, on ne sait même pas. La question même des curricula, aujourd'hui les curricula sont carrément en déphasage avec la demande sur le marché. On a fait le constat, ça fait 10 ans, mais on ne fait rien pour répondre. Et donc voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il faut pourquoi est-ce que le Macron a choisi d'augmenter, de multiplier par 10 ses besoins? Et reconnaissons que il y a la montée du racisme est aujourd'hui, elle est aujourd'hui, c'est aujourd'hui la norme en Occident. Et les Blancs sont bien conscients que pour s'asseoir, étudier, comme on le dit dans notre jargon, connaître papier, pour étudier papier et venir servir, il n'y a que les Noirs qui sont aujourd'hui disposés à cela. Hein? Ce qui veut dire que l'administration française est partie. D'ailleurs, quand tu vois la fonction publique française aujourd'hui, c'est plus une bonne partie sont des métis, l'autre c'est des Noirs. Les petits Blancs même, ils sont plus dans ça. Ils sont plus dans ça. C'est pour attendre soit être nommé à un poste. C'est-à-dire que le vrai travail, c'est les immigrés qui le font. C'est les immigrés qui le font, c'est les métis, c'est les peaux noires. Donc, en fait, c'est pour décourager un peu cet afflux-là, parce que vous savez que aujourd'hui, quand indirectement, en fait, on veut encore tamiser l'immigration, parce que aujourd'hui, quand tu veux passer par l'immigration, autre que le visa d'études. C'est une forme d'immigration choisie, comme on l'évoquait un petit peu hier. Oui, une forme d'immigration choisie, mais là, on trie encore, même dans le choix, là, on trie encore. Ça, il faut que vraiment tu aies les moyens pour payer cette scolarité. Il faut que tu sois dans un organisme international où carrément ton papa est là-bas, et ta famille est là-bas, etc. Donc, c'est une façon toujours de se matcher un peu plus les Noirs qui occupent de plus en plus de l'espace. Acha Ibrahim, quel commentaire peut-on faire aujourd'hui? Non, mais il faut dire qu'au Togo, il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau de l'université de Lomé, par exemple, avec l'arrivée du professeur Kokoroko. Il y a un travail qui se fait sur le plan qualité et sur le plan quantité. Sur le plan qualité, donc il faut dire que au-delà des franchises universitaires qui ont connu une certaine amélioration, une certaine réflexion, il y a quand même ce que nous appelons un changement de curricula. Et quand vous allez dans des départements, avant les formulations, ce n'était pas assez ambitieux. Mais aujourd'hui, nous avons au niveau de certains départements en tout cas des filières et comment vous appelez, des options d'études qui sont beaucoup plus ambitieuses et qui visent le marché de l'emploi. Donc ça, c'est déjà très bien. Quand vous allez en sociologie, on ne vous parle plus de la sociologie économique, la sociologie de développement, on vous dit sociologie et santé de l'homme, sociologie et développement et participatif, sociologie. Voilà, donc on sent qu'il y a une certaine adaptation du curricula par rapport au marché aux besoins et au marché de l'emploi. Donc c'est déjà un travail qui est en train d'être fait. Quand vous allez aussi au niveau des masters, c'est vrai qu'entre-temps, on avait suspendu cela, c'est parce que Kokoroko s'est rendu compte que la formation n'était pas à proprement parler ce qu'il fallait donner, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un master et lorsque vous êtes sur le marché de l'emploi, lorsque vous êtes en compétition avec quelqu'un qui vient d'une autre université, on trouve votre master pas adapté aux circonstances. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait, il faut soutenir ce travail de révolution qui se fait à l'université de Lomé et en plus demander aux autorités publiques de faire un effort pour mettre beaucoup leur attention sur le devenir de cette université, parce que Kokoroko peut avoir des idées, peut bien vouloir repositionner l'université de Lomé et faire de cette université un pôle
d'excellence, mais s'il n'y a pas des mesures d'accompagnement des pouvoirs publics, il ne pourra pas faire le miracle. Donc il faut aller dans ce sens. Maintenant, au niveau des universités françaises, il faut savoir que... Parce qu'aujourd'hui, tous les Africains, de façon générale, quittent les pays pour aller se former ou pour aller à l'école, pour aller faire des études en France, c'est parce que nos universités ne sont plus des pôles d'excellence. Oui, On ne peut pas le dire ainsi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pourquoi je disais tout de suite qu'à l'université de Lomé, bon, l'université la plus proche de moi, où j'ai pu quand même approcher certains professeurs et certains étudiants, où j'ai eu aussi à faire une étude comparative par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ans. Et maintenant, j'ai vu quand même qu'il y a une évolution, ce n'est pas resté standard, et il n'y a pas eu une stagnation là-bas. Donc on sent qu'il y a quand même cette volonté de repositionner l'université de Lomé. Donc c'est ce que j'évoquais avec les curricula, les changements des formulations par rapport aux options et aux filières. Donc c'est sur ce plan, oui. Mais bon, maintenant, l'université, quand les gens quittent l'université de Lomé pour aller à l'extérieur, c'est par rapport à la formation et aussi aux spécialités. Vous savez, quand vous allez à l'université de Lomé, vous pouvez voir quelqu'un qui dispense, excusez-moi le terme, un cours par exemple en stratégie ou autre là, mais qui n'est pas forcément issu, qui n'a pas un diplôme de stratégie, vous comprenez? Ou bien, or actuellement, dans les secteurs porteurs, c'est la stratégie, c'est les banques, c'est l'assurance et autres là, mais à l'université de Lomé, quand vous allez là-bas, il n'y a pas une formation bien libellée qui vous donne droit au secteur de l'assurance et des banques. Vous comprenez? Donc, laissons les petits caissiers, je le dis toujours, qui sont au guichet des banques et autres là. Nous avons un port à nos profondes, mais il n'y a pas une école tout à fait, qui forme véritablement une école. Pour l'économie bleue. C'est vrai, nous avons eu à le remarquer aussi. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu le sommet sur la sécurité maritime, nous étions de ceux qui avaient demandé que l'État profite de ce sommet-là pour asseoir de vraies structures de formation diplômante en économie bleue. Aujourd'hui, il y a Emarito qui se bat par rapport à la formation au métier des mers, mais c'est des matelots et autres là, des hôtesses au niveau des bateaux et autres là. Bon, ça, ce n'est pas encore ça. Mais il nous faut de grands ingénieurs formés, par exemple, pour la réparation des bateaux, pour les systèmes de dragage au niveau des secteurs maritimes. Il nous faut aussi de vrais diplômes en logistique. Il nous faut aussi former des jeunes Togolais pour prendre la relève en matière de capitainerie, en matière de communication sur mer, en matière de géolocalisation, en matière de secours en haute mer. Donc il y a beaucoup de choses que le Togo doit véritablement faire pour que demain soit vraiment disons, porteur d'espoir aux jeunes Togolais. Ben, au niveau des universités françaises, je voulais revenir sur l'augmentation des prix sur la scolarité là-bas. Cela intervient dans un contexte beaucoup plus complexe parce qu'il y a un contexte économique, parce que au niveau des universités publiques en France, il y a un problème de budget pour pouvoir les accompagner. Il y a certains recteurs de ces universités qui ont eu à parler de coûts d'entretien et de formation d'un étudiant qui va jusqu'à 10 000 euros. Donc, demander 2 000 ou bien 3 000 euros à un étudiant étranger, ce n'est pas encore de la mer à boire, selon eux. Et en dehors de ça aussi, les autorités, disons les présidents africains, doivent avoir aussi de l'ambition. Mon ami Jolega citait Paul Kagame. Oui. Paul Kagame, il y a Macky Sall aussi qui est en train de faire un très bon travail au niveau de Cheikh Anta Diop au Sénégal. Et on nous annonce aussi qu'au Bénin, il y a aussi des réflexions très poussées pour amener l'université de Calavi à répondre aux exigences modernes. Et c'est là la question. Donc nous souhaiterions que toutes les autorités, même les présidents de l'Afrique, fassent, s'il le faut, un colloque même sur l'enseignement supérieur pour redéfinir les bases et les stratégies pour pouvoir repositionner les universités africaines. À la recherche, parce que vous savez, il y a des étudiants en formation, il y a des professeurs, on dit chercheurs, enseignants, chercheurs. Et beaucoup se posent la question, qu'est-ce qu'ils cherchent? Et depuis, ils ne trouvent pas. Je voulais, Ambroise Pondio,
pourquoi est-ce que nos universités africaines peinent-elles réellement à être compétitives? Parce qu'en Afrique aujourd'hui, à part le Maghreb, quand on veut citer une université, c'est l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal. Et les autres, on n'en fait presque pas de référence. Pourquoi est-ce que nos universités ont de la peine quand même à émerger? Oui, je pense qu'il faudra faire cette précision. C'est plutôt plus dans le secteur francophone que la difficulté est ressentie. Bon, d'accord. Parce que quand on parle des pays anglo-saxons, des pays d'obédience anglophone, comme le Ghana et autres, ils sont très en avance sur nous. Ils allient toujours la théorie à la pratique. Dans le contexte francophone, c'est la croix et la bannière. Maintenant, cette histoire d'augmentation de frais en France, moi je vois là un retour au pôle géopolitique qui voudra qu'on retourne la monnaie qu'on a eu à gagner. Vous savez, cette histoire de retour des, comment vous les appelez, de la demande du Bénin à avoir comment est-ce qu'on les appelle, les objets d'art du temps colonial, volés au temps colonial, des trucs de Bénin, tout ça là, et cette histoire d'augmentation des frais. Moi, j'essaie de confronter les deux, parce que la France ne fait rien de gratuit. La France ne fait rien de gratuit. La France a tellement pillé le continent. Est-ce qu'il y a une relation avec les deux choses? Oui. Parce que ça n'a rien à voir. On parle des objets d'art. Ça n'a rien à voir. On parle des étudiants. Mais vous demandez à ce que vous nous demandez de retourner vos objets d'art. Les objets qui nous servent de vitrine en France, qui attirent les touristes partout dans le monde. Parce que la France, à un moment donné, est le pays le plus visité au monde en matière de tourisme. Voilà que vous rapatriez vos trucs. Alors donc, vos étudiants n'ont qu'à retourner chez eux pour aller fréquenter. C'est ce que j'ai eu en l'idée. Mais ça peut être faux. Mais tout en disant qu'en réalité, quand on augmente à plus de 100, de combien de 100, ils disent à plus par deux, plus de 2, plus de 10 fois. C'est extrêmement grave. Maintenant, c'est parce qu'il y a une différence au niveau de nos structures nationales. Je sais qu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur ici, les efforts sont faits pour retenir les étudiants qui ont eu le bac avec une moyenne de mention, au lieu que ces étudiants-là aillent peut-être au Maroc, en France et autres au Canada. Non, mais quel effort, et le budget... Excusez-moi, mais je veux bien vous contredire. Ambroise Pondio, ici chez nous, les meilleurs bacheliers ont des bourses pour partir. Oui. On en donne tout le temps. Oui, j'en sais quelque chose. C'est pourquoi je suis en train d'élucider, d'éclairer l'opinion sur ce qui se fait habituellement. On en donne les bourses chaque année, ici au Togo. Et il y a un autre mécanisme qui a été créé tout récemment par le ministère de l'Enseignement supérieur pour éviter que si l'argent de la bourse, l'argent que l'État doit débourser pour pouvoir envoyer, l'argent, l'État aussi participe. Quoi qu'on envoie des bourses étrangères, l'État participe à ce que ces enfants-là soient pris en charge à l'extérieur, que ce soit au Maroc, en Algérie, même en France, au Canada et autres. Maintenant, l'autre mécanisme, c'est de pouvoir retenir les étudiants qui ont les meilleures notes. Ici, dans les universités acceptables, privées acceptables, je ne vais pas citer pour le moment de nom, mais je sais quand même que le budget affecté pour pouvoir retenir ces enfants-là ici, auprès de leurs parents, au lieu que de les laisser seuls dans ces universités-là, avec des représailles que vous connaissez dans les pays surtout arabes, ce budget de 50 millions, vous pouvez imaginer un budget de 50 millions pour affecter les étudiants qui ont eu le bac avec mention dans l'université privée comme IRC, IERIS, comment vous l'appelez. L'État lui-même n'est pas capable de former ces enfants-là. En fait, c'est l'État qui forme. Non, puisque qu'en France, vous nous dites que l'État les envoie dans des universités publiques et des privées, oui. Alors que les universités publiques, oui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème au niveau des universités publiques. L'effectif est tellement pléthorique, avec 2000 étudiants dans une amphithéâtre de la façade. À l'État de régler ça. Et le droit. Mais à l'État de régler ça, c'est vrai. Et donc l'État donne des bourses ou soutient des étudiants pour se faire former dans les universités privées. Qui sont togolais aussi. Waouh. Qui sont togolais. Et là, c'est encouragé. Non, moi je ne trouve pas. Parce que l'État a autorisé les universités privées à vivre, à fonctionner et à former les élites. Vous vous rappelez le collège protestant de Lomé, le collège Saint-Jean ont formé les élites dans ce pays. C'est eux qui ont formé les premières élites dans ce pays, ces écoles-là.
Maintenant, pourquoi ne pas encourager ces genres d'initiatives? Très bien. Nous allons marquer une pause. On va revenir sur le sujet tout à l'heure avec Fiocolo d'Anglono également, après la pause publicitaire. Retour en studio avec mes confrères Ambroise Pondio, Joël Lega, Acha Ibrahim et Fiocolo Adanglono. Fiocolo, quel est votre avis par rapport à ce sujet, la compétitivité de nos universités africaines? Oui, il ne faut pas perdre de vue que depuis les indépendances, c'est la France qui formait les cadres togolais. Et avec la venue de Mbo à la tête de la primature, on a signé des accords avec certaines grandes écoles européennes, en Belgique, en France, qui devaient former en principe 26 ou bien 32 000 fonctionnaires togolais. Et il ne faut pas oublier non plus que les professeurs d'université ont été formés en France pour la grande partie. Et quand ils reviennent au pays pour exercer, le plus souvent, ils sont des contestataires contre le pouvoir central. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à certaines choses. Et on peut parler des cas qui sont présentés au Togo dans les années 70, les affaires Randolph et autres. Ce qui veut dire que les universitaires constituent un handicap pour le gouvernement africain en place. Ça s'est démontré dans presque tous les pays francophones. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ce sont des parents africains qui envoient leurs enfants en France pour avoir une bonne formation. Et ça se reflète partout. Quand tu as les moyens, tu envoies tes enfants en France pour leur formation, pour leur propre avenir. Mais ce que nous devons remarquer aujourd'hui, c'est que ces 5 dernières années, en France, il y a trop d'étudiants africains. Et nous avons cette chance de les retrouver plus brillants que les Français eux-mêmes. Si Macron vient aujourd'hui faire quelque chose de contraire au principe, c'est-à-dire quand je dis contraire au principe, parce que nous sommes une colonie de la France et nous avons de bonnes relations, c'est qu'il y a un problème qu'ils ne veulent pas extérioriser. À mon point de vue, c'est qu'il y a un problème qu'ils ne veulent pas extérioriser. Ils font tout ça pour dire aux responsables africains, au gouvernement africain, que vous devriez former vos enfants sur vos propres territoires, c'est-à-dire dans vos pays respectifs, et mettre un accent particulier sur l'enseignement supérieur en créant des écoles de formation et que l'enseignement supérieur soit un enseignement de qualité. Donc pour avoir des enseignants de qualité, il faut former les formateurs. Ce qui reflète que même au niveau primaire, nous n'avons plus à la date d'aujourd'hui des formateurs pour former les enseignants. Donc le cas se reflète aussi au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons l'université publique de Lomé et de Kara qui a formé les nombreux cadres au pays qui, quelques années plus tard, suivent des stages de perfectionnement en Europe et ailleurs en Afrique. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'autorité prenne en charge ou bien prenne sur elle la formation des Togolais qui doivent réussir comme cela se doit. Alors, ça peut être aussi entendu quand même, cette décision du gouvernement français, vous avez dit, comme étant mettre nos responsables politiques devant leurs responsabilités finalement. Oui, ou devant la formation. Je vais te donner un exemple. Mais Macron, tu vas voir très souvent que ces dirigeants, quand ils viennent, ils passent par les universités. Oui, bien sûr. Quand il était à Ouagadougou. Vous avez vu la scène? Oui. Vous avez vu la scène? Donc, la meilleure des choses, moi je pense que on a besoin de ces dirigeants-là. Et le jour-là même, c'est la première fois que le président burkinabé avait mis les pieds dans la tête de l'université. Et il a dit que c'est inacceptable. Voilà. Ça veut dire qu'il y a ce sentiment de peur pour les universitaires. Excusez-moi, mais quand je vois Macron, des fois, je me demande s'il n'a pas de puissance souche africaine en lui. Puisqu'il avait fait le Nigeria. Il a fait le Nigeria. Voilà. Et il aime les milieux difficiles. Oui, il aime les milieux difficiles. Et puis, Macron, pour son investiture, il a choisi un symbole africain, la pyramide. La pyramide de Luxor. C'est devant la pyramide de Luxor qu'il a
donner ce premier mot. Oui, au niveau de l'eau. Oui, justement. Et quand tu sais que, même je vous dis même que spirituellement, certainement, il sait que l'avenir en fait du monde c'est en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La décision qu'il a prise de restituer les statues, les objets d'art africains aux Africains, c'est une vision. Parce que, vous savez, on a été coupé en fait de nos sources. Pour que il faut aujourd'hui recoller les morceaux, hein, pour nous permettre d'évoluer. Et en fait, c'est une vision parce que comme l'éditorialiste l'a dit, il vaut mieux plutôt aujourd'hui penser à assainir, à déminer les relations avec ce partenaire incontournable de la France, qui est l'Afrique, demain, que d'entretenir toujours ce qui fut en gardant nos... Parce que la réalité, c'est quoi? Tu vois, par exemple, un roi dans le Dahomey sa cérémonie d'intronisation ne prend fin que quand il va s'asseoir dans le trône royal, dans les tribunes qui sont dans les vitrines du Louvre. Hein? Et bien, tu vois, au Nigeria, par exemple, ils sont des fois obligés d'aller jusqu'à Londres pour retrouver, en fait, terminer la cérémonie d'initiation parce que le fétiche a été déporté. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est mieux, ces dirigeants comprennent que non, qu'on le veuille pas, l'Afrique a été obligée de tout, comme Gbagbo l'a dit, on a été colonisé, et notre monnaie a été dévaluée, esclavagisée, etc. Mais nous tenons encore debout. Maintenant, ce qu'il faut, ce qu'il nous faut pour être complet, c'est notre identité. Et ils ont compris qu'il faut nous donner notre identité plutôt que de composer avec les Chinois qui demeurent aujourd'hui une menace pour eux. Bon, d'accord. Aujourd'hui, oui, Ambroise. Oui, ce que Joël dit et qui est à retenir ou qui est fondamental, je crois que l'Afrique a été coupée de ses cordons politiques, voire spirituels. Parce que on nous a toujours dit que quand le blanc a mené l'évangile ou la parole de Dieu, il s'est contenté de piller les richesses. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le blanc continue pas à piller les richesses. Maintenant, ils ont amené ces statuettes-là, qui n'étaient pas juste des statuettes qu'on voit comme ça. C'est des secrets spirituels que le blanc transportait. On a appris des choses. Quand certains présidents veulent même aller aux élections présidentielles, à Dakar, on a appris qu'un ancien président français a eu à enterrer des bœufs vivants à Dakar pour se faire élire entre 98 et 2000. Donc, même les Italiens, quand vous allez chez les Italiens, ils sont pas très loin des Haïtiens et des Brésiliens en matière de vaudou. Donc, c'est pour vous dire quand même que l'Afrique a été dépossédée de certaines richesses culturelles et immensément spirituelles. La manière dont Béhanzin a été attrapé par les Français, ça on le sait, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont une force ou ils ont l'arme. Ils ont profité de la spiritualité béninoise pour pouvoir prendre Béhanzin, ce qui n'était pas évident. Le gars disparaissait comme ça à tout bout de champ. Donc l'Afrique avait ces richesses-là, ils ont voulu décapiter tout. Mais la différence, c'est que les Asiatiques, les Japonais et les Chinois avaient sauvegardé leurs richesses culturelles et spirituelles. C'est pourquoi ils ont pu avancer. Ils sont en train même de dépenser, les Européens. Maintenant, si on demande le retour de ces objets d'art, je crois que le volet spirituel ne peut pas être ignoré. Parce que Béhanzin, l'âme de Béhanzin devait regagner encore mais franchement, est-ce qu'on en a besoin pour nous développer? Est-ce qu'on a besoin pour que le développement soit véritablement une réalité en Afrique? Je crois que pour certains, pour les chrétiens, on vous dira que non. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Non, mais tous les chrétiens ne vous diront même pas non. Oui, mais ceux-là qui sont des spiritualistes, qui sont très avancés dans le domaine spiritualiste, ils vous diront que l'Afrique a une âme. Et cette âme-là, il faut la sauvegarder. C'est ce qu'on vous dira. Mais moi je dis quand même que c'est nos valeurs culturelles qu'il faut à un moment donné sauvegarder, tout en ayant à nous ce en quoi nous avons foi. C'est ça, oui, c'est ça. Parce que quand moi je parle par exemple, je donne juste un exemple. Musulmans et chrétiens ont une souche, c'est Abraham. Ça, c'est clair que nous avons une souche. Et on va vous démontrer par A plus B que ces deux religions sont monothéistes et leur souche de départ, c'est toujours le Moyen-Orient, c'est toujours cette terre d'Israël-là. Donc aujourd'hui, nos grands-parents qui avaient migré de l'Euphrate et du Tigre, qui sont arrivés ici, avec cette puissance-là, qu'ils ont copté de la terre d'Égypte avec la construction des pyramides, les gens ne se sont pas le même bon matin pour construire une pyramide.
c'est des formules spirituelles qu'ils ont prises. Le blanc n'a jamais réussi à faire ça, même les Pythagore qui y sont allés, les Socrates n'ont pas réussi. Donc c'est pour dire que quand même que l'Afrique a besoin de son âme, qui est l'âme spirituelle. Oui, si vous voulez plus en parler à Tchaï, on passera à un autre sujet. Oui, Non, sur la question, le transfert des objets d'art, l'Afrique aujourd'hui, on l'a vu hein, depuis la semaine dernière, on est joyeux que, bon voilà, du moins la France va restituer ces objets d'art là aux pays africains. Le Bénin, avec Patrice Talon qui a été le premier à lancer quand même la chose. Hein. Moi, je pense que ce problème-là... Allez-y. Je pense que la restitution des arts à la République de Bénin, à mon point de vue, est un événement parce que le Bénin a autre chose à faire plus que ça. Il y a la situation on ne parle pas du Bénin particulièrement, mais de l'Afrique. De l'Afrique. Est-ce que les Africains ont besoin de ces arts, les objets d'art qui sont en France et autres là, les pays africains, dans leurs musées, on a quoi et quoi? Quelle politique on a pour les musées africains? Quelle politique? Oui. Nous avons quoi? Il faut encore aller au musée Lomé? Musée de Lomé. Moi, je passe devant, ça fait longtemps. Moi, je pris mes pieds là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait de nouveau? Il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier. C'est parce qu'on a tout pris. Bon. Non, on veut qu'on ramène tout. Non. Les préoccupations africaines, nos préoccupations, ce n'est pas ces histoires d'art. Le problème à l'Afrique, c'est son développement. Même si le tourisme contribue au développement, on n'en a pas besoin. Nous avons des réalités auxquelles il faut satisfaire. Les réalités sont là, ce sont les hommes qui doivent faire des projets pour le développement. Le développement ne s'improvise pas. On fait des études pour arrêter des plans de développement. On ne se lève pas un jour que je fais une route ici, je mets les lampadaires ici. On fait des projections sur 5 ans, sur 10 ans, quelque chose qu'on doit faire. Même quand on met du goudron, de l'asphalte sur une voie, il faut peser et savoir le nombre d'années qu'il faut avant que ça ne se dégrade. On fait des routes dans ce pays, 2 ans, 3 ans, ça commence pas à se dégrader. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous avons la Chine qui vient nous faire des trucs, des routes qui font des années vraiment infimes, mais qui sont dégradées en espace de 2 ou 3 ans. C'est pas possible. Quand on fait des projections, on fait des études, on fait un projet pour un pays, des ponts, des ouvrages d'art, tout ça. Des études. En tout cas, pas de ces ouvrages d'art. Les ouvrages d'art, on va en faire quoi? Ça va nous amener quoi? Les objets. Oui, les objets. Non, c'est-à-dire que on parle des objets. Les antiquaires qu'on a et les vendeurs d'art qu'on a au niveau du grand marché et autres là. Non, mais excusez-moi, mais moi je dis. Ok, d'accord. Non, mais ce que mon grand frère Fioclou disait, c'est pertinent parce que quand on parle du développement en Afrique, on a tendance à aller à confondre développement et urbanisation. Urbanisation, en ce sens qu'on amène des gens, on construit des infrastructures, on pense que c'est le développement. C'est pas le développement, c'est de l'urbanisation. Construire des routes et où c'est pas le développement. Il faut dire la vérité, que les gens soient vraiment qui réfléchissent sérieusement sur le développement. Le développement, il faut amener les infrastructures. On contribue quand même à ce développement. Vous avez bien dit, on contribue, mais ce n'est pas le développement. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a construit une route qu'on est développé. Qu'on est développé. On peut beau diriger des gratte-ciels ici, ce n'est pas le développement. Sans que les Togolais même ne participent pas à l'ouvrage, à l'œuvre. Un peu comme les éléphants blancs qu'on a construits avec le boom phosphatique. Tout à fait. Vous pensez qu'on nous dit on veut faire un échangeur, par exemple, à GTA ici, on prend les ouvriers, c'est des Chinois. Les ingénieurs, c'est des Chinois. Et ça, on va parler du développement, c'est pas le développement. C'est pas le développement. Le développement se prépare. Et donc, il faut aller au niveau de la formation d'abord, rechanger, reformater l'esprit des Togolais, amener les Togolais à épouser d'abord la vision du développement portée par un leader. Le leader même doit être quelqu'un qui est tourné vers le développement. Et c'est lui qui doit inculquer cela à ses compatriotes. Il y a l'esprit de patriotisme qui doit participer et en même temps, on essaie de voir maintenant une ligne plutôt conductrice, c'est-à-dire qu'on trace la voie, une orientation pour le développement et chacun est moulé dedans et
on soutient le développement et on va de l'avant. Mais s'il faut un matin, parce qu'on a vendu du phosphate, on va en Chine, on trouve peut-être je ne sais même pas ce qu'il faut donner comme exemple, et on dit non, je veux ce bâtiment au Togo aussi, on vient, on hérisse ça, on parle du développement, c'est pas le développement. Il faut vraiment agir sur les compatriotes, agir au niveau des curricula, amener les étudiants togolais à porter le développement du Togo, comme ça se fait dans d'autres pays. Quand vous allez au Ghana, vous voyez des gens qui travaillent véritablement pour le développement du Ghana, et vous voyez les nationaux. Quand vous allez au Sénégal, même chose. Quand vous allez au Bénin, vous voyez aussi des gens qui travaillent véritablement pour le développement. Et c'est ça. Ce n'est pas le développement d'envergure, disons, villageoise ou bien au niveau des hameaux où on donne des roues et des dabas aux gens. On dit qu'on est en train de contribuer à leur développement. Ça continue? Ça continue. Sinon, il faut ajouter au l'ambulance, 21e c'est ce siècle. qu'on a donné à Vaughan. C'est ça le développement. Qui a donné. C'est un palliatif. Quel est le Seigneur? Ah, on a dit le chef de l'État a donné. Quel est le Seigneur? Oui, justement. Et ce tricycle là, à Vaughan, je sais que M. Faure Gnassingbé n'est pas un pauvre. Pour être le fils de M. Eyadema, M. Faure Gnassingbé n'est pas pauvre pour donner une ambulance tricycle à Vaughan. Aux dernières nouvelles, c'est un don d'une ONG que ça a été fait aussi au Ghana. On nous a dit que le chef de l'État a fait un don. Ce démenti n'a convaincu personne. Ce démenti n'a convaincu personne. C'est Victor Dogbe elle-même qui est allé. Oui, justement. Au Togolais. Une ONG donne depuis Victor Dogbe devant. Le président de la République togolaise ne va jamais accepter de donner un tricycle comme ambulance à une localité. Bon, le débat n'est pas là. Où il a une localité où il a la chef de d'art. Maintenant, pour les objets d'art, oui, on va finir là-dessus. Non, il faut qu'on soit vraiment sérieux en Afrique. Est-ce que nous pouvons les conserver? Ah, c'est ça la question. Ces objets d'art. Ça nous appartient quand même. Le Bénin a pris des dispositions. Pourquoi il faut poser la question de la conservation aujourd'hui? Le Bénin a pris des dispositions, justement. Il y a des conditions pour pouvoir conserver cela. Et quand vous allez en France, il y a des objets qui sont restés même dans des vitrines climées. On va quand même pas rester dans le pays étranger. Ici, avec nos histoires de coupure d'électricité et tout ça là, il y aura des groupes, comment on appelle de la détérioration avancée. Et sans oublier aussi que nous n'arrivons même pas à manger. On ne va pas entretenir des objets pendant ce temps. Les gens sont en train de mourir. De faim. C'est pas comme ça qu'on va laisser ce qui est africain aux Européens. Européens. Mais chers amis, soyons réalistes. C'est vrai que nous sommes des panafricains. On a des discours va-t-en-guerre, des discours à faire rêver les gens. Mais la réalité est... Il faut faire le choix. Excusez-moi. Il faut faire un choix. Joël, les gars. Vous savez, il y a les paramètres cosmiques. Hein, quand on rentre un peu dans la société, quand vous parlez de ces objets, il y a le paramètre cosmique. Et par exemple, ces objets ne peuvent jamais se plaindre dans les vitrines de Paris que non, ils sont mal conservés, ou bien qu'ils ont tel problème. Mais en Afrique, vous consultez les oracles, l'objet, il te dira non. Chaque fois, mais vous approchez-vous des animistes, mais il y a toujours les divinités qui vous disent non, vous vous occupez mal de moi, vous occupez même mal de ma carte, etc. Mais moi je dis, qu'on le veuille pas, c'est un héritage. Nous sommes liés à ça. C'est notre âme. Mais hier, quand on avait les universités, l'université de Tombouctou, où les Arabes venaient se former, etc. Mais on était en quoi? On était en plein animisme. Est-ce qu'on avait le christianisme à l'époque? On n'avait pas le christianisme. C'est depuis qu'on s'est ouvert que les Africains se sont ouverts aux autres religions. Quand Akia Mohamed a fait ce voyage en Arabie, et il a demandé aux Arabes de venir, c'est là où l'Empire Songhai a été carrément démantelé totalement. Le royaume du Bénin hier, tous les sorts qu'on avait, le Osei Tutu, le roi de l'or, toute la mythologie que représentait ce roi. Aujourd'hui, depuis que la colonisation est venue, c'est fini, on a introduit le christianisme. On ne dit pas que le christianisme, puisque quand tu vois le christianisme... Oui, mais la question demeure sur le tapis, Joël, les gars. Oui, justement, il faut que ces objets, on les ramène, parce que je parlais tantôt... Est-ce que cela participera au développement de l'Afrique? Est-ce que c'est de ça que l'Afrique a besoin aujourd'hui? Justement, mais quand on veut parler de développement, mais il faut cultiver la connaissance. La connaissance, on l'avait. Pourquoi les Blancs sont venus chercher ça? Non, la connaissance, on l'avait. En Égypte, est-ce qu'on connaissait le christianisme avant de développer les théories mathématiques que les autres sont venus copier? L'université d'Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie, pourquoi on l'a brûlée? La connaissance, on l'avait. Quand vous avez la connaissance, vous avez une meilleure conscience de la meilleure, vous avez la conscience de la meilleure répartition des richesses. Comme oui, bien sûr. Bien sûr. Bravo. Non, bien sûr. Vous développez des théories pour revenir à ça. Non, mon frère, c'est la logique parce que hier,
On n'avait pas ces universités européennes, mais nos royaumes, les royaumes féodaux étaient mieux gérés. Les royaumes féodaux étaient mieux gérés, il n'y avait pas de famine, etc. C'est parce que, à un moment donné, on s'est déconnecté de ce à quoi on était lié au notre sol, que non, on est perdu, on vacille, et puis quand même, mais si un certain talent, qui est un fils vaudou, demande aujourd'hui, malgré toute la culture qu'il a eue, le monsieur, je crois que voilà, toute la culture occidentale qu'il a eue, merci beaucoup, qu'il a eue, il demande aujourd'hui le rapatriement de ces objets, mais c'est parce que on a tourné en rond, on se rend compte qu'il faut revenir à la maison. Est-ce que ces objets sont chez alors, les Blancs? Est-ce qu'ils ont l'âme d'antan? Oui, non seulement, il ne s'agit pas seulement de questions d'âme, tous les ouvrages d'art ont toujours des significations et qui sont là pour les interpréter. Non, les ouvrages d'art ont toujours des significations en Afrique. Non, mais excusez-moi, vous parlez du côté. Les conservateurs dominés. Moi, je parle du côté spirituel. Voilà. Vous parlez du côté artistique. Moi, je parle du côté spirituel. Moi, je parle du volet spirituel. Le volet artistique. D'âme. Oui, mais justement, on les ramène, on verra. On va tester, voir s'ils ont encore l'âme. Le vrai problème, c'est la conservation. Si les rois de Dahomey, les rois du Nigeria sont obligés de faire le voyage jusqu'à Londres pour aller juste, ne serait que s'asseoir dans ce trône-là, vous croyez qu'ils ont perdu l'âme? Au moins, c'est bien gardé là-bas. Sinon, ici en Afrique, oui, mais on n'a pas la force de la ramener. J'avais pour preuve ce qui s'est passé au nord du Mali. Vous avez vu ce qu'on a inventé. Et tout ce qu'il y a eu comme richesse islamique à Tombouctou. Oui, tout cela, c'est pour nous affaiblir. Non, c'est les djihadistes qui ont fait ça. Oui, mais les djihadistes qui sont derrière, c'est les Français qui sont derrière. C'est les Occidentaux qui sont derrière, on sait ça. Il y a une chose qu'on ne nous dit pas. Sinon, l'état de conservation, je ne suis pas sûr que les Africains vont le faire. Il y a une chose qu'on ne nous dit pas, c'est que ceux-là qui ont transporté ces objets d'art, de Dahomey, de partout d'Égypte, il faut aller là-bas. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Peut-être certains sont comme ça, sont morts comme ça, parce que après avoir touché ces objets-là, ça n'a pas été facile pour ces soldats coloniaux-là qui ont pris ça. Ça, on ne nous dit pas. Et il y en a qui ont été vendus aux Blancs. Oui. Il y en a qu'on a arraché de force aux Noirs. Oui. On continue par vendre. Chaque jour que Dieu fait, il y a des jeunes qui se produisent pour voler les pistoles et les vendre aux touristes. Ceux qui parlent de la conservation, je dis que avant que le gouvernement béninois le décide de faire rapatrier ces objets, des dispositions pratiques ont été prises pour pouvoir abriter si éventuellement ces objets-là retournaient chez eux. Je suivais le directeur du musée du Bénin, qu'on a reçu sur Radio France, et qui parlait de dispositions pratiques qui ont été prises, ce qui devait être construit, les dimensions, tout ça là, il a expliqué tout ça, parce que la question lui a été posée. Mais c'est dire qu'il y a des objets d'art qui n'ont pas besoin de cette protection, cette condition de... C'est-à-dire que quand qui vivent toujours en Occident, ce sont des objets d'art. Mais oui. ça passe bien en Afrique, ce sont des objets d'art. Oui, justement. Donc, il y en a toujours au Dahomey, au Bénin, qui existent, qui n'ont jamais été protégés comme vous le voulez en France, mais qui sont toujours là. D'accord. Ils sont toujours là. Gare à toi si tu touches. Ambroise, tout à l'heure, vous avez parlé des Africains qui ont migré de Tigre et de Euphrate. Il y a un auditeur qui dit que non, que les Africains n'ont pas migré du Tigre et de l'Euphrate, mais Tigre et Euphrate sont des fleuves de l'Irak. Oui, je vais juste lui répondre. L'Irak était l'ancienne Mésopotamie. Les Évé, en l'occurrence, ont migré du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden se trouvait entre le Tigre et l'Euphrate. Il n'a qu'à aller vérifier. Qui était l'ancienne Mésopotamie? La Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak. Les Évé ont migré de là-bas. Je dis bien que les Évé ont essayé de construire les pyramides qu'ils ont vécues à l'Abyssinie, en Égypte, au Niger. Les Évé ont fait plus de 400 ans au Niger, dans la zone Niger. Et les mausolées là, ils avaient voulu construire ça, ils ont perdu les formules devant refaire les pyramides. C'est ce qui a conduit à la construction des mausolées. Nous avons des éléments, nous avons les publiés. On ne peut jamais publier des choses comme ça là-dessus. C'est des spécialistes qui ont publié ça. Le nom même est en dessous. Il y a même un audio qui explique la migration des Évé depuis le phare électrique. L'audio est là de 46 minutes.
Si la personne veut, je peux lui donner ça. Très bien. Ben, écoutez, c'est un débat contradictoire et Oui, chacun oui, apporte ce oui, qu'il oui. peut apporter Si pour nous pouvoir enrichir le débat. L'Irak et autres, là, c'est l'ancienne Mésopotamie. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Très bien, messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer une courte pause pour la publicité. Quand on sera de retour, nous parlerons politique. Ça intéresse bon nombre de nos concitoyens. Vous savez que la campagne électorale a démarré ce mardi 4 décembre. Le gouvernement, et d'ailleurs le ministre Gilbert Bawara, samedi dernier, a été clair là-dessus. La campagne démarre effectivement ce mardi. Et puis le 20 décembre, les élections auront lieu. Alors, que dit la CEDEAO dans tout ça? On n'en sait pas grand-chose pour l'instant. Mais les confrères analyseront le sujet tout à l'heure. Retour en studio avec les confrères pour la dernière partie de Taxi Presse avant, la liaison avec la rédaction de Taxi FM. Et c'est Hugues Vignon à Tipo qui est au téléphone. Bonjour Hugues. Bonjour, Erigato. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi, 12h45. Quel est le menu? Oui, au sommaire du grand direct de la mi-journée, l'appel au Togo Nord de la coalition des 14 marches de l'opposition pour ce mardi a été diversement observé dans l'ensemble de la population. Le mouvement a été très peu suivi dans l'ensemble. Début de la campagne électorale ce mardi, depuis minuit et jusqu'au 18 décembre à 23h59, 850 candidats sur 50 listes partent à l'assaut de l'électorat. L'Union des forces de changement, l'UFC, est déjà prête pour l'élection législative. Le parti de Guilfrey Olympio a dévoilé hier lundi son projet social structuré en 3 étapes. Et puis nous parlerons sport avec les préliminaires retours de la Ligue africaine des champions. Koroki du Togo reçoit ce mardi Garab du Sénégal. Le coup d'envoi du match, c'est à 16h, GMT non plus à 15h. Rendez-vous à midi 45 pour les détails. Merci beaucoup Hugues Vignon. On vous retrouvera avec plaisir à 12h45 pour les détails de tous ces titres. Retour donc en studio avec les confrères. Nous allons maintenant aborder la question politique, mais il y a une situation qui s'est produite cette semaine, hier, beaucoup plus hier lundi, où des femmes du marché d'Alido Gomé à Sié ont manifesté leur mécontentement. Alors, ces revendeuses ne sont pas d'accord par rapport à beaucoup de choses. Elles ont voulu le dire clairement, elles ont manifesté pour dire à M. Aboka que trop, c'est l'enfer sur terre qu'elles vivent au jour le jour dans le marché d'Alido Gomé à Sié. On en avait parlé entre-temps que dans ce marché, c'est du gros n'importe quoi, Joël. C'est du gros n'importe quoi. Et bravo à Taxi FM parce qu'on a la preuve ici que Taxi FM est assez suivi. Parce que notre appel n'est pas tombé sur... Enfin, notre réflexion sur la question n'est pas tombée dans des oreilles vides. C'est aussi ça. On a toujours cru que nos femmes des marchés sont des illettrées. Elles ne peuvent rien. Enfin, elles n'ont pas le sens de la réclamation. Mais je crois que le président de la délégation spéciale a eu à le constater la dernière fois quand elles sont sans crier gare, sans avertir. Elles ont fait la délégation pour aller lui dire le cas de vérité. Hein. Ouais, le cas de vérité, ce qu'elles pensent de la gestion qui est faite de leur marché. Et voilà un marché qui, je crois que après Adawlato qu'on connaît, oui. Après Akore Sewa, c'est le 3e marché de Lomé. Hein, parce que Adido Gomé rivalise aujourd'hui avec le marché d'Aguassié. Aguassié, qu'on a tout fait pour démanteler un peu, emmener une partie à Kakaveli, etc. Une partie vers la station de LK, voilà, etc. On a tout fait pour le démanteler. Mais le marché d'Adido Gomé tient et c'est normal parce qu'il est sur une voie de desserte qui débouche sur plusieurs localités où il y a des produits vivriers, pour des productions agricoles, etc. Et donc, je crois que, on espère, moi, je souhaiterais que les femmes ne s'arrêtent pas là. Et parce il est acquis aujourd'hui que dans notre pays, c'est quand tu réclames, quand tu fais du bruit, qu'on t'écoute, les femmes ne seraient pas sorties que les médias. À part le fait qu'on en ait parlé, qu'on en a parlé ici. Et qui s'est jamais occupé, tout le monde va aller au marché d'Adido Gomé. Il se plaint de l'insalubrité, voilà, de l'insalubrité, de l'inconfort, de l'abus, parce que au même moment, les gens enjambent ces nappes d'eau là pour venir collecter les taxes. Oui.
ouais, pour se battre même avec les femmes, pour les 100 francs, etc., qu'on collecte tous les jours, mais on ne fait rien. Donc il faut que, moi je soutiens les femmes, il faut que les femmes mettent plus la pression et que d'autres confrères les a. Non, il faut que, il faut également que nous les appuyions. Non, mais mon frère, tant que si c'est pour la vérité, pourquoi nous faisons notre métier? Oui, bien sûr. Nous avons, voilà pour la vérité. Nous avons embrassé un travail de leader d'opinion. On ne peut que être du côté de la vérité, de la justice, de la répartition juste de notre richesse. Il y a une dame qui a même déclaré, et nos confrères de Global Action l'ont relevé ce matin. La dame dit: les collecteurs des taxes se sont transformés en des loups. Ils ne nous considèrent plus comme des collaborateurs, mais plutôt comme des individus à mépriser et à punir à tout prix. Nous nous demandons si c'est un péché que nous avons commis d'avoir exposé à l'autorité compétente les problèmes qui sont les nôtres. Il n'y a pas que ce marché, là on a évoqué également le marché de Atikpodi ou l'insalubrité quand même. Oh là là, quand vous y allez, on se demande franchement si nous sommes à Lomé, la capitale togolaise, un marché... Pas plus que la semaine dernière, on a abordé la question ici, non? La semaine dernière, oui, si les femmes sont sorties, c'est de leur droit de revendiquer parce qu'elles payent les taxes. Et quand les taxes relèvent de ce marché-là, il faut qu'on utilise le fruit pour son amélioration. Effectivement, elles sont allées voir le président de la délégation qui les a reçues. Déjà, le fait qu'elles soient reçues est une bonne chose. Et ce qu'ils ont exposé, le président de la délégation va prendre note et faire ce qu'il peut faire dans ce sens. Ce n'est pas ce qu'il peut faire dans le sens strict. Quand je veux dire ce qu'il peut faire, c'est-à-dire étudier et savoir les remèdes à apporter. Parce que le fait qu'elle soit reçue, comme je l'ai dit tantôt, déjà est une bonne chose. Et en dehors des femmes même, les collecteurs ont un chef. Et le rôle de ce chef est mis à nu par les femmes aujourd'hui. Si le chef faisait normalement son boulot, c'est lui qui devait dire à son patron: chef, compte tenu de nous pouvons améliorer ceci en faisant cela, Si ce n'est pas fait, c'est la faute du premier responsable. Quand la femme qui a écrit a dit tout à l'heure qu'on ne les considère pas comme des individus et autres là, c'est de son droit le plus absolu. Elle vient pour exposer ses produits, elle paye. Et constate qu'en retour, là où elle paye, c'est sale. Il y a l'eau qui stagne, etc. Mais celui qui vient leur donner le ticket, la manière dont celui-là leur parle, il y a du mépris, comme ça a été dit. Or, entre les femmes qui exposent et le collecteur, on peut parler de collaboration. C'est l'expression que les femmes ont utilisée justement. Ils doivent collaborer. Collaborateurs. Si les femmes là n'existent pas, il n'y aura pas de taxes, il n'y aura pas d'argent que arrêter dans la cagnotte. Donc ceux-là, c'est ceux-là qui donnent l'étiquette, ils doivent être sensibilisés. Ils doivent être sensibilisés. C'est pourquoi on dit, là où il y a le commerce, c'est le client qui est roi. Oui, bien sûr. Les femmes qui sont là sont reines. Donc ceux-là qui vont donner l'étiquette doivent avoir un comportement d'accueil, un comportement de solidarité, de fraternité, de collaboration. L'accueil, finalement, c'est un gros problème à tous les niveaux. Quand il n'y a pas l'accueil, quand il n'y a pas la considération, c'est à ce moment-là qu'on parle de mépris. Ambroise, bonjour. Oui, je crois que la question est vraiment fondamentale. Quand vous allez dans ce marché, vous constatez que le marché n'a pas tellement d'infrastructures. Non, il n'y a presque rien. C'est comme au village. C'est un marché de fortune au départ qui s'est élargi et les gens ont essayé d'institutionnaliser ce marché-là. Parce que je dis que les gens viennent de Vaughan, les gens viennent de Palimé, les gens viennent de partout. Du Ghana, de partout. Donc c'est un marché d'ordre régional qu'il faut valoriser, qu'il faut voir reconstruire. Vous savez, la question de l'insalubrité dans les marchés n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Au vu du comportement même de certains citoyens ou des vendeuses ou des commerçants qui sont sur le marché. Parce que ça relève de la citoyenneté de chaque individu qui vient servir ou qui veut se servir dans le marché. Vous prenez une banane, vous mangez, vous jetez. À qui appartient, la responsabilité de chercher ça revient à qui? C'est à la municipalité ou c'est à ceux-là qui vendent dans le marché? Donc, il y a un travail citoyen qu'il faut faire au-delà de la quête du meilleur pour ceux qui vendent. Et la démarche des femmes, je la trouve noble,
Parce que quand vous vous sentez mal, il faut aller l'exprimer au niveau du premier responsable. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème qui se cache derrière cette révolte-là? Parce que ce ne soit pas forcément le premier responsable qui n'est pas dans le marché, qui surveille, mais ceux-là qu'on a positionnés pour surveiller cela, qui courent derrière le gain facile des taxes, que de voir les personnes qui travaillent. Non, c'est pas un gain facile. Les taxes, c'est ce qui a été dit de collecter. Donc, oui, il va collecter. Est-ce que c'est le comportement? Tu as pu le dire tantôt. Oui, je dis, hein, est-ce que ce n'est pas celui-là qui est positionné pour pouvoir régenter le marché, ceux qui vendent, les revendeuses ou les revendeurs, qui posent problème? Soit il faut changer la personne pour voir si c'est lui qui fait mal, parce qu'il faut d'abord considérer celui chez qui on prend les taxes, au lieu de considérer seulement la taxe. C'est deux choses différentes. Bien sûr. Merci beaucoup. On considère peut-être mieux les taxes que ceux chez qui on prend la taxe. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Acha, en une minute, on passe à la politique. Non, je pense que c'est une question de culture. Hein. Vous savez, au Togo, on a cette propension à aller vers la répression. Et quand on est de l'administration, à chaque fois qu'il y a un petit problème, c'est la répression. On veut brimer les gens et c'est ce qui fait qu'un peu partout, ça se répercute. Quand vous voyez, vous êtes en circulation, vous croisez un agent de sécurité, son réflexe c'est de vous intimider, c'est comme ça. Et même quand vous allez dans les bureaux, les commis qui sont là-bas, qui sont placés pour nous servir, leur réflexe c'est inquiéter les gens. Ça vient de notre histoire. Hein. Donc ça vient de notre histoire et je pense qu'il faut aller vers un changement de mentalité. Et c'est pour cela que les autorités avaient commencé entre-temps par sensibiliser les agents de l'administration publique pour les amener à bien accueillir les gens, à bien servir les gens. Je pense que ça commence par entrer dans les mœurs, les gens commencent par revoir un peu leur façon de faire. Et je pense que c'est le Togo que nous allons construire. Pour les femmes du marché de Alido Gomez, c'est bien vrai que lorsque vous vous sentez dans une situation inconfortable, il faut vraiment l'exprimer. Et la démarche a été bien parce qu'elles n'ont pas boycotté les taxes et autres là au marché. Elles sont allées directement vers le responsable. C'est très bien comme démarche. Et il revient maintenant à M. Aboka de faire diligence pour voir exactement ce qu'il peut faire à moyen et à long terme. Aboka qui n'est pas occupé, qui n'est pas libre depuis ce matin jusqu'au 18, puisque il est candidat aussi sur la liste Grand Lomé de Unir. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il fasse son travail, d'accord. Non, je suppose qu'il n'est pas disponible. Oui, mais tu prends trop sa cause. Tu prends trop sa cause. Écoutez, si on peut parler de la politique, monsieur, comprenez, et ça, Joël Egal comprend parfaitement bien, mais veut créer une petite histoire, il n'en aura pas. Et je voudrais qu'on évoque l'ouverture de la campagne électorale. C'est parti, le gouvernement tient bon, la campagne démarre le 4, les élections auront lieu le 20. Advienne que pourra, c'est comme ça qu'on peut comprendre la chose aujourd'hui. Oui, advienne que pourra. Advienne, peu importe ce qu'on dira après. Et le gouvernement. Mais vous savez, dans la situation actuelle, vous serez à la place du gouvernement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la même chose. Quand tu es dos au mur, tu as le casse-tête réforme constitutionnelle auquel tu n'arrives pas à trouver une solution et le gouvernement, on l'a poussé à violer publiquement sans pouvoir s'y dérober, hein. Sans pouvoir s'y dérober, on l'a amené à violer la feuille de route de la CEDEAO, du moins sur le chronogramme qui faisait obligation. Qui est d'abord réforme, voilà, puis les élections. Voilà, qui demandait ce qui est réforme puis les élections. Et la date du 30 novembre, ça n'a pas tenu parce que c'est un puissant symbole, unir, qui a fait faux bon à unir. 11 députés qui ont refusé de répondre au rendez-vous du 30 novembre, et voilà, ils n'ont même pas eu la majorité, l'effectif nécessaire pour faire passer les réformes. Donc, quand tu es dos au mur comme cela, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, tant que la CEDEAO se taira, tant que la CEDEAO se taisera, j'avance. Tant que la CEDEAO se taisera, et aujourd'hui, c'est le silence de la CEDEAO qui est intriguant. C'est le silence de la CEDEAO qui est intriguant, et en ce sens que la CEDEAO a tous les éléments aujourd'hui que le scrutin n'est pas crédible. La CEDEAO n'a jamais donné son onction au fichier que Katanga a déclaré. On n'a pas eu. Il n'a pas dit non plus que c'est pas bon. Oui, il n'a pas dit non plus que c'est bon, mais quand même, la CEDEAO a envoyé quand même des gens auditer le fichier. Et ils ne se sont jamais prononcés jusqu'ici. Il y a un problème quelque part. Ils ne se sont jamais prononcés jusqu'ici. C'est intriguant. Je dis, enfin, quand on connaît ce pouvoir, comment il fonctionne, il ne peut faire que ça. Mais la sagesse, ça n'empêche pas que
la lumière de la sagesse t'éclaire les yeux comme Adam. C'est sur le chemin de Damas. Oui, à Oui, Paul. Voilà, Enfin, à Paul, la lumière du Saint-Esprit. Paul. Voilà, la lumière du Saint-Esprit lui est parvenue et il s'est rendu compte que non, tu ne peux plus continuer dans la brutalité, mais il faut que je m'incline, enfin je m'abaisse devant le bien, devant celui qui est plus haut que l'homme, que la force physique. Cheikh Adam Glenou, c'est parti pour les élections. Oui. Il se passera quoi après? Puisqu'il y en a qui ont dit qu'ils passeront par tous les moyens pour empêcher la tenue de ces élections. Mais la campagne vient de démarrer. Oui, le gouvernement a dit que le 4 novembre, conformément 4 décembre. Le 4 décembre, conformément aux 15 jours qu'il fallait pour le scrutin, que c'est le 4 décembre et que l'élection aura bel et bien le 20. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de campagne. Si le gouvernement est arrivé jusqu'à ce point, c'est qu'il y a un point de non-retour. Le gouvernement a prévu faire cette élection-là le 20, même s'il ajoute que c'est la CEDEAO qui a donné cette date, qu'il ne peut pas faire marche arrière. Nous y sommes. Joël disait tantôt que, visiblement, le gouvernement de Faure Gnassingbé a été contraint à violer la feuille de route qui recommandait aussi les réformes avant le scrutin. Oui, la feuille de route a bien dit qu'il faut faire les réformes avant les élections. Mais le gouvernement a fait le contraire. C'est-à-dire le gouvernement a lancé l'élection et après c'est la réforme. Et nous ne devons pas oublier une chose. Malgré la crise, le fonctionnement ou bien la continuité de l'État demeure tel. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui organise. Il a tous les rouages du pouvoir pour organiser ces élections. Les recensements étant faits et la campagne ayant démarré ce jour, à mon point de vue, je ne sais comment on peut encore arrêter ça. On peut encore arrêter. Si arrêt il doit y avoir, peut-être c'est la CEDEAO qui devait intervenir pour dire que voilà, pour telle cause, vous pouvez arrêter. Mais on ne peut pas investir pour ne pas en arriver là. Ce qui veut dire que le 20, nous irions aux élections. Oui, sauf que ceux qui disent de l'empêcher ont les moyens de l'empêcher. Est-ce qu'ils ont les moyens de l'empêcher? Ah, c'est ça, on va voir. Bon, on ne sait pas si c'est les moyens qui vont entraîner. Si c'est ces moyens-là qui vont entraîner le déluge ou l'ouragan. Oui, je vous poserai tout à l'heure la question si le déluge qui avait été annoncé, on l'a eu. Acha Ibrahim, il y a tout le monde qui dit arrêtez. La conférence des évêques a dit arrêtez. On écoute les prêtres depuis quelque temps dans leur homélie qui disent arrêtez. On a même écouté le week-end dernier la deuxième vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, l'ivoirienne Aminata Toungara, qui a dit arrêtez, ça ne servira à rien. Nous ne voulons pas qu'il y ait de la violence, nous ne voulons pas qu'il y ait de la contagion derrière. Pourquoi est-ce que tous ces cris-là ne sont pas entendus et qu'on ne fonce pas? Bon, dire que tous ces cris ne sont pas entendus, c'est peut-être... Est-ce qu'on n'a pas arrêté? Ah oui, bon, oui. Qui doit arrêter? C'est la question que je voulais poser. Qui doit arrêter le processus actuel? C'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO seule qui est habilité à arrêter ce processus. Le gouvernement togolais ne peut pas arrêter ce processus parce qu'il y a un échéancier qui est devant. Oui. C'est se dédire. Non, que de l'arrêter. Ça dit que s'il arrête aujourd'hui, c'est se dédire. S'il arrête aujourd'hui, si le gouvernement togolais arrête ce processus, il va en contradiction avec la feuille de route. Parce que non, mais ce ne sera que sagesse. Non. Ça serait violer la feuille de route. Et oui, mais ils ont déjà violé, on a déjà sodomisé la feuille de route. Allons sur l'échéancier. C'est bien dit 20 décembre. Oui. Il y aura élection législative au Togo. Et c'est ce que le gouvernement s'emploie à faire. Même s'il y a des conditions que nous dénonçons par rapport aux besoins de cohésion, aux besoins de consensus et surtout d'inclusion autour de ces élections, même s'il y a tous ces problèmes que nous dénonçons et que nous voudrons qu'il y ait plus de consensus sur ces élections, il faut dire que le gouvernement respecte l'échéancier de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui a fixé ces législatives pour le 20 décembre. Donc, sur ce plan, je peux dire que le gouvernement se dit être
en phase avec les recommandations de la CEDEAO. Et donc, s'il doit y avoir report, c'est seule la CEDEAO qui pourra prononcer par rapport aux éléments d'appréciation qu'elle aura à son niveau. Nous avons vu que la CEDEAO a envoyé des observateurs et autres. Ils sont là, ils sont dans nos murs, ils ont suivi le recensement et tout ça. Là, si jusqu'alors on ne dit rien à propos, c'est que qui ne dit rien consent. Donc au niveau de la CEDEAO a donné bénédiction au gouvernement togolais de continuer le processus et d'aller vers ces élections. Et pourtant, la CEDEAO a dit récemment, il n'y a même pas une semaine, qu'elle tient à sa feuille de route, elle fera tout pour qu'elle soit respectée. Or, il n'y a pas que le 20 décembre dans la feuille de route, il y a aussi les réformes à opérer. Voilà, l'erreur de la CEDEAO, c'est ce que j'avais eu à noter et à relever, c'est qu'il n'y a pas eu d'échéancier par rapport aux réformes. Si quelqu'un vous dit qu'il y a une date... Le ministre Bahara a dit que avant le 30 novembre. Il le dit, peut-être c'est une volonté du gouvernement. Mais la CEDEAO, quand vous lisez la feuille de route, ce n'est dit nulle part qu'il faut faire les réformes avant telle date. Vous comprenez? Et donc, chacun surfe sur ce qu'il arrange. Et voilà, on continue et on va vraiment à la date du 20 décembre sans qu'il y ait les réformes, sans qu'il y ait aussi la mise en place effective de la tenue paritaire. Parce que il faudrait dire qu'il faut aussi faire remarquer que la CEDEAO a demandé qu'il y ait une CENI paritaire pour conduire ce processus électoral. Mais actuellement, la CENI qui conduit le processus électoral n'est pas la CENI paritaire. Donc il y a eu un problème au niveau de l'opposition de la C14. Les membres de la C14 n'étaient pas allés pour prêter serment au niveau de la Cour constitutionnelle pour prendre officiellement fonction. Donc il y a tout ce problème qui est là aujourd'hui. Mais puisque la CEDEAO a demandé les élections le 20 décembre, le gouvernement se conforme à cela et allons aux élections. Et aujourd'hui, la campagne vient de s'ouvrir. Ça a démarré. Nous avons vu un peu, selon les échos qui nous parviennent, les gens sont sur le terrain et ils commencent déjà par faire une opération de charme et à demander aux électeurs, ceux qui sont allés se faire recenser, de voter pour eux. Donc voilà, tout a démarré et tout continue bonnement. Vous dites qu'il y a un problème quelque part. Oui, et surtout, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Vous savez, l'entêtement n'a qu'un seul prix, c'est le gouffre. Ceux qui courent derrière les élections, moi je sais que ce qui les attend, parce que quand tout le monde crie, arrêtez, arrêtez, vous ne voulez pas. Un enfant qui est têtu, qui est voyou, qui est bandit à la maison, on arrête, il ne veut pas. Ou un petit enfant qui s'amuse avec le feu. Quand vous le tapez sans qu'il n'ait touché le feu, vous n'avez rien fait. Il faudrait que lui-même, il constate que le feu brûle, effectivement, avec sa chair. Il recule de lui-même. C'est ce qui va arriver. Moi... Est-ce que votre prophétie est toujours en cours? La prophétie est en cours. Parce que il ne sert à rien d'aller à une élection que vous savez qui peut dégénérer à ce moment. Et la crise ne sera pas résolue. Non, mais pourquoi vous prédisez l'apocalypse quand même, vous, le Togo? C'est parce qu'il y a des gens qui sont têtus dans ce pays, qui ne veulent écouter personne, qui ne pensent qu'à leur ventre et à leurs intérêts. Point. Je dis que le problème du Togo actuellement dans ce qu'imbroglio, c'est Alpha Condé. Moi, Ambroise, je le dis. Parce que depuis que leurs amis sont allés en Guinée et ils sont revenus, c'est en cette période que les problèmes ont commencé pour les peuples togolais qui veulent se libérer de la chaîne d'une dictature qui n'a que trop duré. Parce que quand ils étaient revenus, toutes les réunions du comité de suivi ont été sanctionnées par une déclaration. Aucune déclaration n'a sanctionné la rencontre du Conakry, même après une semaine. C'est après qu'on nous sort des bizarreries de déclarations qui ont été truquées, tronquées comme d'habitude. Et après, on nous dit qu'Alpha Condé s'est emporté contre la coalition, machin. Le deal qui a été dit, on ne nous a jamais dit ça. Mais c'est par après qu'on a constaté que le Ghana s'est un peu retiré de la chose. Est-ce que c'est pas curieux tout ça? C'est ce que je dis qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Parce que il était au devant quand même de la scène. Oui. Akufo-Addo. Vous savez, le problème du Togo, je le dis, c'est que c'est Alpha Condé. Alpha Condé n'était pas de la facilitation. Il s'est invité à travers l'Union africaine, parce que l'Union africaine ne peut pas venir régler le problème tant que la CEDEAO ne lui donne son quitus. Même quand vous montez très haut au niveau de la communauté internationale, on vous dit il y a une institution sous-régionale. Et la CEDEAO a plus puissance et plus forte que l'Union africaine, bizarroïde là. Non. Donc c'est pour vous dire que, en réalité, le problème du Togo actuellement, le blocage que nous avons, et qui sape le moral des Togolais aujourd'hui, c'est Alpha Condé. Un président le plus violent, le président le plus violent. Pourquoi est-ce qu'il faut voir vos valeurs dans le visage d'Alpha Condé? Oui, je t'explique ça. Vous pensez que quelqu'un
qui violente à visage découvert sa propre population, qui est prêt même à en découdre avec les journalistes qui lui posent des questions. Je parle bien des journalistes de la France, de France 24. Quelqu'un qui insulte, dont les soldats tirent comme ça, de façon délibérée, sur un opposant, le premier opposant de son pays, ce qu'on ne lui a jamais fait dans sa Guinée là-bas. Ce monsieur devient médiateur par enchantement dans une crise pire que celle qu'il lui connaît, à lui demander que c'est lui le problème. Parce que ce pouvoir est capable de tout. Les dossiers qui ont été tronqués, les déclarations qui ont été tronquées, même la déclaration de la CEDEAO qui a été tronquée, ça vient d'où? Ça a commencé depuis Kounté, c'est arrivé à Doucé, qui avait dit qu'il y a 4 entités qui sont représentées dans le comité de suivi. Après, on s'est rendu compte que c'est 2 entités. Après, c'est le Garba Lompo qui fout du bordel avec des papiers en tête de la CEDEAO, comme quoi t'entends. Et tout ça là, les gens ont colporté ça jusqu'au jour d'aujourd'hui, sans que le comité de suivi qui devait au moins être sur le terrain à chaque 2 semaines pour voir, ne sache ce qui se passe et que les facilitateurs soient retranchés dans leur trou. Le train la locomotive de Katanga continue toujours. Mais la question qu'il faut se poser, en allant vers ces élections-là, vous êtes sûr que les élections-là auront lieu le 20, réellement? Oui, mais la campagne a démarré aujourd'hui. Ce n'est pas une question de temps. Le jour, moi j'attends le 20. Le 20 décembre pour constater que les élections ont eu lieu. Parce que le pouvoir s'accroche au moins de mal. Ça veut dire quoi? On lui dit d'adopter le test du Sénégalais, qui n'est plus un test du Sénégalais, qui devient un test de la CEDEAO. Il refuse. Ce qui gêne le pouvoir, c'est la disposition qui suit le deuxième alinéa de la disposition 59, qui dit cette disposition ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Eux, ils veulent qu'on mette que ça peut faire l'objet de révision à travers un référendum. Maintenant, ça, c'est le premier point. Si nous allons aux élections et que nous occupons l'Assemblée, avec cette disposition votée, nous ne pouvons jamais encore modifier la Constitution comme on en a fait en 2002. Ça, c'est leur premier manque à gagner. Maintenant, soit on gagne un. Si on allait comme ça, unilatéralement aux élections, et qu'on modifiait dans le sens du Sénégalais ou de la CEDEAO, malgré qu'on occupe l'Assemblée, on est foutu. Donc, il faut tout faire pour rentrer dans le trou, c'est-à-dire même dans le noir. Quel que soit le bruit qui passe, allons directement à l'élection. Et faisons tout aussi pour pouvoir gagner cette disposition transitoire-là pour qu'on puisse modifier après. Parce qu'ils savent que les référendums seront aussi truqués. C'est ça le Togo. Donc, c'est Alpha Condé qui est le problème du Togo actuellement. Alors, pourquoi est-ce que mais le Togolais ne doit pas baisser les bras. Merci beaucoup, Ambroise Pondio. Pourquoi depuis la CEDEAO ne se prononce pas? Parce que quand on écoute les responsables de la C14, on a vu la semaine dernière, en tout cas jeudi et samedi dernier, les mobilisations synchronisées à travers le pays. Des foules immenses, des gens qui veulent dire au pouvoir arrêtez le processus. Mais rien ne se fait et la CEDEAO ne dit pas grand-chose. La campagne a démarré. C'est une invite finalement? D'abord. La manière dont les choses se présentent. Est-ce que ça vous inquiète, cette manière-là? Moi, je ne peux pas parler d'inquiétude, mais je peux parler du silence, mais pas d'un silence, pas de silence coupable. En ce sens que la CEDEAO étant une institution et que dans chaque institution, nous avons le collège des chefs d'État. Le comité de suivi est sous l'autorité de la conférence des chefs d'État. Ce qui veut dire que aujourd'hui, il apparaît clair qu'il n'y a plus une certaine unanimité sur la crise togolaise. Quand il y a un tiraillement au niveau des chefs d'État sur la crise togolaise. Ce qui veut dire ça peut expliquer le fait que Nana Akufo-Addo s'est mis en retrait aussi. Moi, je ne dis pas que... Parce que depuis quelque temps, on est en train de parler de deux CEDEAO, la CEDEAO des anglophones et la CEDEAO des francophones. Visiblement, c'est les francophones qui ont pris le dessus. Non, si vous dites que c'est les francophones qui ont pris le dessus, moi je dis non, il ne faut pas prendre le problème de cette façon. Nous sommes dans une situation où eux aussi ont leurs problèmes en interne. Et ils ne peuvent pas être des gendarmes pour le Togo. Parce que le Togo est un État souverain. Et c'est notre président même qui est allé chercher de l'aide et que la CEDEAO est arrivée. Mais au cours du processus, quand il y a certains dysfonctionnements, la CEDEAO ne peut pas être gendarme derrière nous. La CEDEAO a mis ses avis, la CEDEAO a pondu des communiqués et les derniers communiqués
tu ne retrouves pas l'essentiel de ce qu'il fallait dedans. Ce qui veut dire que, comme l'a dit mon frère et ami, Acha, celui qui ne dit rien consent. Le gouvernement est déterminé à faire les élections le 20 décembre. Donc, il est dans ce processus et dans cette logique. Bon, la CEDEAO, qui est la médiatrice, comme le disent certains responsables de l'UNI et du gouvernement, si la CEDEAO dit ceci, c'est ça, il va suivre. Pour le moment, comme il n'y a pas une gare où le train doit s'arrêter, le train doit continuer. C'est ça. Joël, les gars, la coalition a annoncé un déluge. Je ne sais pas si vous en avez vu. C'est vrai qu'on a vu des milliers de Togolais dans les rues. Mais est-ce que ça aura le mérite d'empêcher quoi que ce soit aujourd'hui? Non, mais attendez. Le chemin est clair. Celui qui a choisi de foncer tout droit vers les élections a fait un diagnostic. Aujourd'hui, la force est de mon côté. Donc, il n'y a pas de force en face. Parce que la force n'a peur que de la force. C'est quand les rapports de force s'équilibrent que l'autre est dissuadé. Aujourd'hui, la C14 qui avait préparé une nouvelle journée de manifestation l'a transformée en une journée Togo mort. Une journée Togo mort. C'est parce que la C14 sait très bien qu'elle ne tient pas encore le bon bout. C'est l'expression d'une faiblesse? Oui, c'est l'expression d'une force à minima. C'est pas forcément, on peut pas dire une faiblesse, mais elle ne fait que la plus belle fille du village ne peut donner que ce qu'elle a. La C14 ne peut donner que ça. Ce qu'elle peut faire autre, c'est de prendre l'option de la violence. Mais pour dissuader. Oui, ce qu'elle ne veut pas, elle n'a même pas les moyens de le faire aujourd'hui. Et on ne souhaiterait pas ça pour le pays. Donc, comme un peu mes prédécesseurs l'ont dit, il n'y a que la CEDEAO qui viendra. Parce que c'est la CEDEAO seule qu'on prend aujourd'hui pour caution de ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est la CEDEAO seule qui viendra dire non, n'y allez pas. Maintenant, je dis que ce silence est intriguant parce que le Togo suscite de plus en plus de curiosité, même que l'on a suivi le 19 août. Parce qu'on s'était attendu à ce que, une fois que la CEDEAO est rentrée dans le jeu, que la crise soit réglée d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, avec le 20 décembre, la crise n'est aucunement réglée, la crise est demeurée entière. Et le Togo a montré aujourd'hui que on était hier avec la Gambie, mais nous sommes le seul pays qui s'inscrit en faux, par rapport au protocole additionnel. Donc le Togo est devenu une tache noire au visage de la CEDEAO. Et quand vous voyez la dynamique sous-régionale, pendant que nous tergiversons, nous jouons la salsa, nous jouons plus malin sur le texte demandé par la CEDEAO à être voté, que ça soit voté, quand nous jouons la salsa, le Mauritanien, qu'on avait servi hier comme ayant des vérités du troisième mandat, a pris soin de lancer sur les médias, moi je ne ferai pas le troisième mandat. Donc ça veut dire que ce silence de la CEDEAO, normalement, dans le bon sens, devait faire peur au parti au pouvoir. Ce silence devait faire peur au parti au pouvoir, mais on l'utilise plutôt comme un confort, comme un acquis. On ne saurait être en marche de la dynamique sous-régionale pendant longtemps. Eric, je veux juste ajouter avant que mon frère Ibrahim me prenne. Ce que Joël dit qui est fondamental, c'est que quand le Togo est arrivé à un niveau où on trouve une feuille de route à lui imposer de l'appliquer, le pouvoir s'est mis une corde au cou. Le 22 décembre, si éventuellement, ils peuvent aller à leurs élections, si ça tenait. Mais je vous dis que les chefs d'État ne sont pas cons. Quand un chef d'État nigérien a en brigade des citoyens qui voudraient que lui fasse un troisième mandat, et qu'au niveau de la Mauritanie, qui certes n'est pas directement de la CEDEAO, mais qui est allié de la CEDEAO, le président ne veut plus faire... Les chefs d'État ont demandé, ok, tenons maintenant la feuille de route. Qu'est-ce qui a été appliqué? C'est là où on va découvrir celui qui est de mauvaise foi. Même si au sein des chefs d'État, il y a quelques-uns qui adulent un peu Fort Gnassingbé et son clan, je vous dis que l'objectivité et le bon sens va relever celui qui a tort dans la mise en œuvre de la feuille de route. Et c'est ce pouvoir qui sera
révéler. Vous allez Ibrahim. vous allez Ibrahim. Et puis on remettra fin à un débat. Je pense que quand nous nous prononçons sur l'actualité politique, les questions qui reviennent, c'est l'alternance, les questions qui reviennent, c'est la bonne gouvernance. Et sur ce plan, il faut dire que l'alternance ne fait plus peur au Togo. Il faut l'avouer, que ce soit même du côté du pouvoir, l'alternance ne fait plus peur parce qu'il y a eu changement de mentalité au niveau du parti au pouvoir. Avant, quand vous parlez de limitation de mandat, c'était de la mer à boire. Il y avait de la phobie, il y avait une certaine rage contre vous. Mais aujourd'hui, quand on parle de limitation de mandat, c'est acté, c'est acquis. Donc ça ne fait plus peur aux gens. Et l'avenir politique de Faure Gnassingbé, vous savez, les langues se délient actuellement au niveau du parti au pouvoir. Les gens parlent librement de l'avenir politique de M. Faure Gnassingbé. Mais pas ouvertement. Sans tabou. Et donc, ce que nous constatons, c'est qu'au Togo, nous faisons beaucoup d'amalgames et parfois même nous voulons une chose et son contraire à la fois. Donc ce qu'il faut faire maintenant par rapport à ces réformes, c'est que le test que l'expert constitutionnaliste sénégalais a proposé, c'est un test que nous avons trouvé conforme et en adéquation avec les principes contenus dans le protocole additionnel de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau de la CEDEAO. Et donc les Togolais doivent faire un effort nécessaire pour aller vers le vote de cette proposition de réforme constitutionnelle et en même temps faire un effort aussi pour ne pas mélanger les choses. L'avenir politique de Faure Gnassingbé peut se discuter en dehors de la réforme constitutionnelle et je pense que c'est ce que nous pouvons proposer pour le moment et au niveau du parti au pouvoir, qu'on ne fasse pas trop de fixation sur l'avenir politique de Faure Gnassingbé et ne pas donner la chance au Togo de sortir et de se mettre en phase avec les pratiques dans la sous-région ouest africaine. Très bien, écoutez, ce débat-là, on va le poursuivre demain avec d'autres confrères. Merci beaucoup à Cha Ibrahim, Fioclo Adangolo, merci à vous. Joël Lega, Ambroise Pondio, merci d'être venu pour le débat. Merci également à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Henri Gato. À demain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.